Bienvenue dans KO, le podcast de Canal+, qui vous raconte l'histoire de champions au destin brisé. Ils étaient programmés pour gagner, et pourtant. Pour ce nouvel épisode, nous allons revenir dans les années 50. Emile Griffith est un employé modèle d'une boutique de prêt-à-porter, et il n'aspire qu'à une chose, faire la fête et dessiner des chapeaux. Ce jeune adolescent est loin de se douter que 10 ans plus tard, il sera au cœur de l'une des plus grandes polémiques de l'histoire de la boxe. Pour nous accompagner dans cette histoire, Sébastien Hulot, spécialiste boxe chez Canal+. Il s'appelle Emile Griffith. Voici son histoire. New York, 1955. J'ai 17 ans. Ça fait quelques semaines que je bosse pour une fabrique de chapeaux sur la 37e. Seul, au milieu des cartons, j'empile, je trie, je range. Et ça, pendant toute la journée. De temps en temps, j'ai de la visite. Les secrétaires du patron qui gloussent en me regardant derrière la remise. Vu qu'on doit approcher les 50 degrés dans l'entrepôt, je travaille torse nu. Et sans me jeter des fleurs, il y a plus désagréable à regarder. Ce que j'ignore par contre, c'est que j'ai même tapé dans l'œil du patron, Monsieur Albert. Il me convoque un jour dans son bureau et me demande si je fais du sport. Je dois avouer que sur le moment, je ne comprends pas trop ce qu'il veut. Dans son bureau, enfumé par un gros cigare, il me toise de haut en bas, puis finit par me demander si j'ai déjà fait de la boxe. Alors non. Et pour être honnête, taper sur quelqu'un ne m'a jamais particulièrement excité. Je suis plus baseball, basket, ou même ping-pong. Très sympa le ping-pong. Mais ça, Monsieur Albert s'en fout complètement. Il pense que j'ai un physique de boxe. Je n'ai pas le temps de le convaincre du contraire. Je suis avec lui dans un taxi, direction une salle de boxe. Cinq minutes plus tard, je suis au milieu d'un ring, avec des gants trop grands. Dans cette grande salle qui pue la transpiration, rien ne m'est agréable. Face à moi, j'ai un mec que je ne connais pas et on me demande de lui taper dessus. C'est dommage parce qu'au fond de la salle, il y a une table de ping-pong qui prend la poussière. Ça me tentait beaucoup plus. Et alors que mon esprit s'évade vers des pensées plus joyeuses, un énorme pain vient heurter mon visage. Bon, je suis pas KO, mais putain, mais qu'est-ce que ça fait mal! Ce grand con va me le payer, et tout de suite. Le grand con est par terre, les 4 fers en l'air. Sur le coin du ring, mon patron tape dans la main d'un coach. Il semblerait qu'on ait décidé de mon avenir. Ce qui me dérange le plus dans ce sport, c'est la perspective de cogner sur un mec qui ne m'a rien fait. Sur le chemin du retour, Monsieur Albert parle de don, que je suis né pour ça. Pourtant, aussi longtemps que je me souvienne, je n'ai jamais trop aimé me battre. J'ai grandi à Saint-Thomas, dans les îles Vierges. Quand je n'étais encore qu'un enfant, mes parents se sont séparés. Mon père s'est tiré, et ma mère, contrainte de travailler, m'a envoyé chez ma tante. Et là, c'était beaucoup moins drôle. La principale activité de ma journée consistait à aller chercher de l'eau ou du bois pour la maison. Quand on a 10 ans, on aspire à jouer avec ses copains. Moi, je transportais des bûches ou des énormes bidons d'eau toute la journée. Et si par malheur j'en renversais, punition directe. Dans ma vie, je n'ai que ma mère, Mommy, comme je l'appelle. Le jour où je lui ai annoncé que j'allais me lancer dans la boxe, je m'étais préparé psychologiquement à un refus catégorique. Mais elle n'a rien dit. Pour mon premier combat, elle était là, cachée, dans son manteau de fourrure, impassible, elle regardait. Mais quand j'ai envoyé un sévère coup dans la mâchoire de mon adversaire, on n'entendait plus qu'elle. « Junior !» Le costume de la mère douce était resté à la maison. Elle hurlait à chacune de mes frappes. Mes premiers combats se sont tous achevés par des KO. Dans la catégorie des moins de 69 kilos, une rumeur parcourt New York.
un jeune noir de 18 ans qui a commencé à boxer il y a 6 mois, met tout le monde par terre. Moi, je ne me pose pas de questions. Je suis mon entraîneur Jill Clancy et Monsieur Albert partout. On me demande de m'entraîner tous les jours, je le fais. On me dit que je serai un jour champion du monde, je les crois. Mon père n'est jamais venu me voir combattre. Plusieurs fois, je suis passé le voir au garage où il travaille. Je voulais qu'il vienne me voir, au moins une fois, mais rien. Et un jour, dans une énième tentative de le convaincre, il n'était plus là. Son patron m'a annoncé qu'il était mort, d'une crise cardiaque, seul, dans la rue. J'aurais dû pleurer, mais ça ne m'a rien fait. Je ne connaissais pas mon père, et il ne voulait pas me connaître. Notre histoire n'a pas eu lieu, c'est tout. Le jour où j'ai appris sa mort, je suis sorti dans un club de jazz le soir. J'ai dansé comme je n'avais jamais dansé. Je voulais rire, boire, vivre. J'ai tellement bu ce soir-là que je me suis réveillé le lendemain dans une chambre que je ne connaissais pas. Il y avait un garçon aux cheveux bouclés, endormi à mes côtés. Il était beau. J'étais heureux. Je ne me suis jamais caché, mais je suis toujours resté méfiant. Je sais ce que c'est qu'être noir dans les années 50 à New York. Les insultes ne m'ont jamais touché. Mais être noir et bisexuel, c'est un autre défi. En 1958, après plusieurs combats remportés chez des amateurs, je passe professionnel. Rien ne change, ou presque. 22 combats, 20 victoires, et je suis désormais pressenti pour le titre de champion du monde. Mais moi, je n'aspire à rien de cela. Le soir, quand je rentre chez moi, après l'entraînement, je prends mon crayon et je dessine des chapeaux. Mon héros ne s'appelle pas Joe Louis, elle s'appelle Coco Chanel. Quand j'ai le temps, je retourne à l'atelier de Monsieur Albert. Je m'enferme dans le local et je ressors mes dessins. Je prends les tissus, je découpe et doucement, mes créations prennent forme. En 1960, je bats le Cubain Luis Rodriguez dans un Madison Square Garden plein à craquer. Mon combat pour le titre de champion du monde est désormais prévu. Il aura lieu contre le champion en titre, le Cubain Benny Kid Barrett. Le 4 avril 1961, à Miami, je suis sur le ring face à lui. From Santa Clara, Cuba, weighing 146½ pounds, wearing the white trunks with a black trim, the welterweight champion of the world, Benny Kid Barrett. Le combat est très dur. Les coups pleuvent. Ils font mal. À chaque coup que je donne, je reçois la même chose en retour. J'ai l'impression qu'on pourrait se battre pendant des heures, que ça ne donnerait rien. Au 11e round, il ne se passe plus grand-chose. Je ne peux même plus tenir debout. Et à chaque coup donné, on termine enchevêtrés l'un dans l'autre. Les bras ne tiennent plus, les jambes répondent à peine. Les secondes passent, le 12e et dernier round se profile. Je respire un grand coup. Et je place une droite terrible. 5, 6, 7, 8, 9, 10, a knockout for Raymond Griffith. À tout juste 23 ans, je deviens champion du monde des poids moyens. Je ne suis pas un prodige. Je suis bien mieux que ça. Au micro, qui se tendent vers moi à la sortie du ring pour connaître mon secret, je leur réponds calmement que déjà, je n'aime pas prendre des coups. Je déteste ça même. Mais surtout, que mon secret réside dans ma capacité à m'évader, à penser à autre chose. Et alors là, j'embraye. Je peux vous dire que ma nouvelle collection de chapeaux est sur le point de sortir. Modèle Jackie Kennedy, avec des plumes et du velours. On parle boxe, Emile Griffith, champion du monde poids moyen, nous répond chapeau. Autant dire que les rumeurs vont bon train. Et si Emile Griffith était homo ? Non, je ne suis pas homo. Et vous aurez bientôt la preuve du contraire.
Le contraire s'appelle Sadie. On s'est rencontrés à Saint-Thomas lors d'un voyage. Dans un bar, nous avons dansé le mambo toute la nuit. Sadie est belle, elle est jeune. Ma mère ne l'a pas encore vue, mais elle l'aime déjà. 2 mois plus tard, je l'épouse à New York, en grande pompe. Les photographes sont là, on immortalise cet amour fusionnel qui nous liera jusqu'à la fin de nos jours. Les photos sont très réussies, mais personne n'est dupe. Le soir de la cérémonie, je couche avec Patrick, mon amant du moment. Sadie restera 6 mois avant de repartir à Saint-Thomas. Six mois après notre premier combat, Benny Kid Barrett a négocié sa revanche. Pendant la conférence de presse, Benny se lève et commence à se dandiner avec un chapeau sur la tête. Ce connard est en train de m'imiter, la salle est hilar. Mais je reste impassible. Madison Square Garden, novembre 1961. 6 mois après l'avoir mis KO, il est encore là, face à moi. 12 rounds pour ne plus jamais le voir. Mais quelque chose s'est déréglé. Quand je le regarde, il me sourit. Il ne frappe plus, il m'attend tranquillement en souriant. Alors je tape comme un sourd, comme un forcené. Ma garde est bien haute, il ne peut rien m'arriver. Mais ce sourire encore, je dois l'effacer de son visage. Alors je lance ma droite, mais elle part dans le vide. Le percute que je prends en retour est violent. Je vacille, mais je ne romps pas. Je suis à l'agonie, perdu dans les cordes. Je cherche un souffle, une aide. C'est fini. Je ne suis pas KO, mais j'ai perdu au point. Je le sais déjà. Benny Kid Barrett m'a volé mon titre. Il me le rendra. 3 combats plus tard, je tiens ma revanche. Elle aura lieu le 24 mars 1962. Entre-temps, j'ai mis 3 gars au tapis. Par contre, pour Benny, ça s'est beaucoup moins bien passé. Il a voulu changer de catégorie, passer dans les poids moyens, pour affronter le champion du monde, Jen Fulmer, qui vient de battre Sugar Ray Robinson. Benny Barrett a pris un KO terrible à la 10e reprise. Qu'il soit face à moi 2 mois plus tard seulement, relève du miracle ou de l'inconscience. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas perdu son petit sourire. Pendant la pesée, il se lève pour se coller à moi et me glisse à l'oreille. « Maricón, maricón ». Je comprends l'espagnol, mais comme si ça ne suffisait pas, il ajoute qu'il va me cogner, moi et mon mec. L'occasion est trop belle, son visage souriant collé au mien. « Vas-y, Émile, fais-lui fermer son claque-merde ». Mon poing se serre, mais mon entraîneur me saisit par le bras. « Pas maintenant. Attends ce soir. » Nous y sommes, le Madison Square Garden. 7500 spectateurs, combat retransmis en direct à la télévision. Benny Barrett a le visage fermé. Son sourire a disparu. Il est crispé. Je le sens. Je me jette face à lui et je le tape de toutes mes forces, de toute mon âme. Mais c'est désordonné, mal exécuté. Et à ce rythme-là, je ne tiendrai jamais les 15 rounds. Mais je m'accroche et je me jette à nouveau sur lui. Je tape, mais il encaisse, sans broncher, sans une émotion. Et à la 6e reprise, je me déporte vers la droite pour mieux placer mon gauche, mais je n'ai pas le temps. Ma garde est trop basse et je prends une terrible droite en plein visage qui m'envoie au sol. The first time I've seen him down in his own corner. The round is almost over. I don't think he knows where he is. The count is 8. Je suis debout, mais je me tiens en corde. L'arbitre me tape sur les bras, me demande de serrer les gants, de lâcher les cordes. Je lâche. Et je tiens. Je suis au bord du gouffre, mais je tiens. Je ne vais pas abandonner, pas maintenant. Le combat reprend. Je passe les 3 rounds suivants à fuir Barrett, à chercher le souffle que je n'ai plus, la lucidité que j'ai perdue. Et au 10e round, je suis prêt.
Alors j'y retourne et je tape de plus en plus fort. Et cette fois, Parrett souffre. Je le sens, son corps se contracte. Il va bientôt abandonner. C'est une question de secondes. 12e round. Benny Parrett ne tient presque plus debout. Je place une droite violente qui vient heurter son visage et le projette dans le coin du ring. Cette fois, c'est fini. Il est coincé, ne répond plus et moi je cogne de plus en plus fort. Ma colère, ma frustration, les humiliations, toute ma haine, je la déverse. Le temps s'est arrêté. L'arbitre nous a séparés. C'est terminé. 6 mois après avoir perdu mon titre, je retrouve ma ceinture de champion du monde. Don Dunphy, le commentateur vedette d'ABC, est sur le ring pour m'interviewer. Mais je ne l'écoute pas. Mon regard reste figé sur le corps inanimé de Parrett. Entouré par les médecins, on le place sur un brancard pour l'évacuer. Je ne le sais pas encore, mais ce 24 mars 1962, au Madison Square Garden, un homme est mort. Et c'est moi qui l'ai tué. Dans une clinique des États-Unis, un homme vient de mourir. Pendant son agonie qui a duré 8 jours, le monde entier a demandé avec inquiétude de ses nouvelles parce que cet homme était un boxeur et que c'est la boxe qui l'a tué. Faut-il tuer la boxe qui se nourrit ainsi de sacrifices humains? Faut-il tuer la boxe dont le but est le knock-out parce que le knock-out, de temps à autre, provoque une hémorragie cérébrale mortelle? Je suis un assassin. J'ai tué un homme et je l'ai fait en direct, à la télé. Les dernières secondes du combat, je les rejoue tous les jours. Pourquoi je n'ai pas su m'arrêter? Pourquoi l'arbitre ne m'a pas arrêté? Devant ma maison, une horde de photographes attendent de voir le tueur sortir. À la télé, la boxe devient un sujet de société. C'est le grand déferlement. Le Vatican condamne la boxe. Des associations veulent me poursuivre pour meurtre. Le gouverneur de New York, Nelson Rockefeller, lance une enquête pour déterminer la dangerosité de la boxe. Plus aucun combat ne sera diffusé en direct à la télé. Depuis ce soir de mars, je ne vis plus. Je ne veux plus combattre. Et parce qu'il n'y a que la boxe qui m'apaise, qui ne me fait penser à rien, je remonte sur le ring. Et 4 mois après mon combat face à Benny Parrett, je cogne à nouveau sur quelqu'un. Il s'appelle Ralph Dupas. Il est bien plus faible que moi. Je suis concentré sur ma boxe et rien d'autre. Je bouge, j'esquive et mécaniquement, je frappe. Au 7e round, d'un crochet du gauche, Ralph Dupas vacille et recule dans le coin. J'avance vers lui, j'arme ma droite. Mais je ne peux pas. Je ne peux plus. Alors je recule, sous les huées. Le combat va jusqu'à son terme. Je gagne au point, très largement, mais je suis ailleurs. Les journalistes qui m'attendent à la sortie du ring m'assaillent de questions, mais aucune sur le combat de ce soir. Est-ce que j'ai vu que Bennett était inconscient? Est-ce que l'arbitre aurait dû arrêter le combat? Qu'ai-je ressenti quand on m'a appris que Bennett était mort? Je bafouille et je regarde en bas. Ce soir-là, ma décision est prise. J'arrête la boxe. Le lendemain, je suis seul, dans la boutique de chapeaux. Dans la remise, je suis assis et je dessine consciencieusement. Mais quand je ferme les yeux, Benny est là. Il est devant moi. Ce midi, j'ai décidé d'inviter ma mère à déjeuner. Une réservation dans l'un des restaurants les plus chics de la 5e avenue. Mais à peine la porte poussée, je regrette déjà. Le brouhaha de la salle s'étue. Les discussions se font à voix basse, mais quand je passe dans l'allée, je les entends. C'est le sale nègre qui a tué Parrett, et en plus il est pédé. Mais ma mère s'est arrêtée. Elle toise désormais celui qui a osé parler dans mon dos. Et sans avertir, elle envoie son sac à main dans la gueule de l'injurieux.
Du coup, je profite de la confusion pour aller lui en coller une. Au final, on n'a peut-être pas déjeuné, mais on a fermé quelques bouches. Mon patron, M. Albert, est venu me voir cet après-midi. Il ne veut pas me faire de peine, alors il tourne autour du pot. Parle de la conjoncture, de la crise, du chômage. M. Albert m'a protégé, le temps que je me relève. Mais la boutique ne fonctionne plus depuis bien longtemps. Qui va payer les traites de la maison de ma mère? Qui va payer mon appartement? Qui va payer mon train de vie? Mes sorties? La boxe. Il n'y a que ça. Pour oublier, je dois boxer. Alors je m'entraîne encore et je demande à reprendre les combats. Je n'ai plus d'ambition, juste la volonté d'être à nouveau sur le ring, ne plus penser. Les victoires s'enchaînent, essentiellement contre les seconds couteaux. Personne n'a très envie de défier le boxeur assassin. Les années passent, et si ça n'est pas l'adversité qui me fera tomber, le temps s'en chargera. Je perds mon titre de champion du monde face à un Italien, Nino Benevuti. À partir de là, une brèche est ouverte. Emile Griffith n'est pas imbattable. 10 ans ont passé depuis la mort de Benny Parrett, mais son visage ne m'a jamais quitté. Le 29 juin 1971, je suis à Buenos Aires. J'ai 33 ans et je combats peut-être une dernière fois pour être à nouveau champion du monde. Face à moi, le nouveau tenant du titre, il s'appelle Carlos Monzon. Carlos, c'est le futur. La question, c'est est-ce que moi, je suis le passé? Carlos fait 10 cm de plus que moi. Son allonge paraît immense. Alors je me déplace, je cherche la faille et je tape. Je tape de toutes mes forces avec ma haine et Carlos encaisse, sans broncher. J'ai l'impression de taper dans un mur qui ne s'effrite même pas. 4e round. Je tiens bon. Mais plus le combat avance et plus je m'épuise doucement. Mes feintes de corps n'ont aucun effet. Monzon avance déterminé et il décroche une droite terrible qui me fait vaciller, mais je m'accroche. 14e round. Je suis encore là et je tiens. Je ne peux plus gagner au point, ça, je le sais déjà. Mais je peux encore le mettre KO. Alors je feinte du gauche pour partir sur mon droit, mais Monzon m'a vu et je prends encore un contre. Je ne vois plus rien, hormis des coups qui s'abattent sur moi. Je ne tiens plus, mes jambes ne répondent plus, la lumière vient de s'éteindre, l'arbitre arrête le combat. J'ai perdu, mais j'ai tenu. Je n'ai plus rien à prouver, mais je veux continuer de boxer. Les prestigieuses affiches du passé sont remplacées par des galas plus confidentiels. Je ne me bats plus pour le titre, je me bats pour vivre. 15 avril 1977. Je suis dans les vestiaires d'une salle de Périgueux, en Dordogne. Moi, Emile Griffith, champion du monde des poids moyens pendant 6 ans, j'affronte Joël Bonetaz, inconnu au bataillon. Et je perds. Assis sur le banc, mon visage tuméfié par les coups, Jill Clancy, mon entraîneur de toujours, retire mes gants. Nous n'avons pas besoin de nous parler. Je sais déjà ce qu'il va me dire. J'ai donné toute ma vie à la boxe. J'ai 39 ans. Cette fois, je peux raccrocher. Dans les années 2000, un réalisateur est venu me voir un jour. Il souhaitait faire un documentaire autour de mon histoire, raconter ce fameux combat contre Benny Parrett. Je n'avais plus de haine, plus de rancœur, mais la souffrance, elle, était encore là. Elle ne m'a jamais quitté. J'ai accepté sa demande, et nous avons retracé ma carrière. Le tournage touchait à sa fin, quand le réalisateur me donne rendez-vous au studio, pour une dernière rencontre. En arrivant, il y avait un autre homme face à moi. Grand, le visage souriant, il s'avance vers moi pour se présenter. Il s'appelle Benny Parrett Jr.
c'est son fils, et il vient me pardonner. Toute ma vie, il était là, à côté de moi. Benny me regardait, me parlait. Il fait partie de ma vie. Je ne l'ai jamais oublié, parce que je ne me suis jamais pardonné. Son fils m'a délivré. Emile Griffith est mort à New York en 2013, à l'âge de 75 ans. Il avait fait officiellement son coming out lors d'une manifestation LGBT à l'âge de 70 ans. Il a détenu pendant 6 années les ceintures de champion du monde des super welters. Sébastien, on vient de raconter l'histoire d'Emile Griffith. Alors on va revenir sur ce fameux combat contre Benny Kid Barrett. Que s'est-il réellement passé ? C'est vrai que c'est un combat retransmis sur ABC. Le Madison Square Garden, il est plein à craquer. Et on a vraiment l'un des combats les plus violents dans l'histoire de la boxe. Il faut savoir que Griffith, au 6e round, il est au bord du chaos. Il reçoit une pluie de coups de Barrett. Et finalement, Griffith est sauvé par le gong. Et à partir de ce moment-là, ça n'est qu'une déferlante de coups violents. Et effectivement, sur la fin du combat, Griffith arrive à bloquer dans un coin Barrett. Et là, il y a des séries de coups, puisque Griffith était réputé pour être un champion très puissant. L'arbitre regarde, mais sans vraiment regarder. Et il oublie surtout la base de tout, c'est-à-dire à un moment donné, quand il voit que Barrett est sans résistance, les bras en bas, il faut absolument qu'il l'arrête. Et là, il ne l'arrête pas du tout. Il y a à peu près une dizaine de coups en trop, et notamment des uppercuts du droit qui sont très puissants, qui font vraiment très très mal et qui vont faire des dommages, hélas, irréversibles au cerveau de Barrett. Voilà, c'est le premier grand scandale aussi par rapport à un arbitre incompétent dans l'histoire de la boxe. Quand Benny Kid Barrett est acculé dans les cordes, est-ce que Emile Griffith aurait pu s'apercevoir que son adversaire, à un moment donné, n'est plus du tout conscient ? Non. Il peut pas, parce qu'à ce moment-là, lui, il est vraiment concentré sur ce qu'il doit faire au niveau de ses enchaînements pour vraiment mettre KO Barrett. Il voit que son adversaire est en difficulté, mais du coup, à ce moment-là, cet adversaire devient une cible qu'il faut absolument abattre pour gagner le combat. À aucun moment, il est conscient que Barrett, finalement, est peut-être déjà hors combat. Et tous les boxeurs avec qui j'ai pu discuter de cet instant-là, au moment où il faut mettre KO l'adversaire, en fait, disent qu'on est uniquement centré sur ce qu'on a à faire et uniquement centré sur nous-mêmes. C'est très rare qu'un boxeur ait la lucidité, finalement, de se tourner vers l'arbitre en disant « il ne peut plus y aller ». Ce que va faire après Emile Griffith tout au long de sa carrière derrière, en changeant de style, mais également en ayant à chaque fois le regard sur son adversaire. Et dès qu'il sentait que son adversaire vacillait, souvent, il se tournait vers l'arbitre en disant « encore un ou deux coups, mais... si tu peux l'arrêter, vas-y, fais-le ». Il a toujours vraiment eu ce réflexe-là et c'était pour lui quelque chose de très, très important. Emile Griffith combattait quasiment tous les 2 mois sur des matchs très longs en 15 rounds. Est-ce que ces pratiques ont depuis évolué ? Ah oui, nettement. Même si, effectivement, tous les champions de cette période-là, y compris d'ailleurs chez les poids lourds, y compris Cassius Clay qui est devenu Mohamed Ali, en fait, il y avait énormément de combats parce que finalement, il n'y avait pas de camp d'entraînement. Ça n'existait pas, les camps d'entraînement où on partait 2 mois pour se préparer avant une grande échéance. Il y avait de l'entretien, de l'entraînement, mais ce qui faisait foi, c'était justement le nombre de combats qu'on arrivait à faire. Donc, il n'était pas anormal, jusqu'à Mike Tyson d'ailleurs, jusque dans les années 80, il n'était pas anormal de voir un combattant, quel que soit son poids, faire 6, 7 combats dans l'année, parce que finalement, ça lui permettait aussi d'entretenir, de gagner de l'argent, parce que les bourses n'étaient pas aussi importantes qu'aujourd'hui, et ça lui permettait aussi d'avoir un palmarès énorme. Là, on parle quand même d'un champion qui a 112 combats au compteur, 85 victoires, 23 par KO. Et effectivement, c'est pas parce qu'il avait envie de boxer tous les 2 mois, c'est parce que ça faisait partie du calendrier, c'était leur rythme de combattant. Emile Griffith, vers la fin de sa vie, souffrait de démence. Est-ce que c'est une caractéristique qu'on retrouve chez beaucoup de boxeurs en fin de vie, peut-être de cette époque-là ?
Oui, même si c'est difficile à chaque fois de savoir, parce qu'il faudrait répertorier tous les grands champions, et c'est difficile à chaque fois de dire que c'est de la démence qui les frappe. Après, il y a eu 2 événements majeurs quand même aussi qui pourraient expliquer cette démence chez Emile Griffith. C'est bien sûr le nombre de combats qu'il a disputés sur les rings, on l'a dit, 112 combats, c'est quand même énorme en 20 ans de carrière. Et puis il y a eu un événement important aussi, c'est qu'en 1992, quand il sort d'un bar gay, en fait, il est tabassé, il n'y a pas d'autre mot, quasiment mis à mort sur le trottoir, et il va passer 4 mois à l'hôpital quand même. Ça peut être un élément important quand même à prendre en compte, pas uniquement ce qui s'est passé sur le ring, mais ce qui s'est aussi passé dans sa vie. Emile Griffith a marqué l'histoire de la boxe, probablement dû aussi à ce combat face à Benny Kid Barrett. Est-ce que c'est injuste pour lui de résumer sa carrière à ce combat ? Oui, c'est très injuste. C'est très injuste parce que c'est un énorme boxeur. C'est quelqu'un qui est arrivé sur les rings en 1958, qui a gagné quasiment tous ses combats par KO. C'est vrai qu'il était exceptionnel à voir. Il était très bon techniquement. Il avait cette frappe quasi naturelle qui était très spectaculaire. Et c'est comme ça qu'il remplissait le Madison Square Garden de New York à chaque fois qu'il combattait, et notamment pour des championnats du monde. Donc ça fait partie de ces grands champions. C'est le seul quand même à avoir fait de l'ombre à Mohamed Ali, quand même, au début des années 60, donc c'est énorme. Donc c'est difficile, effectivement, c'est même injuste de le réduire à ce qui s'est passé ce soir-là face à Barrett. Ring Magazine, justement, a fait un classement des plus grands champions du XXe siècle. Il est dans les 30 meilleurs. Merci Sébastien. Cette histoire a été inspirée par une BD de Reinhard Kleist, intitulée Knockout, aux éditions Casterman. Ce podcast a été écrit et réalisé par Clément Crépu et Gilles Paco. Tous les podcasts sont à retrouver sur MyCanal et toutes les plateformes d'écoute en ligne. À bientôt.